Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h06 sur Sud Radio, l'heure pour nous de vous présenter ce face-à-face du jour. Aujourd'hui, André Berkov, vous recevez Charles Gave, président de l'Institut des Libertés, économiste et surtout auteur de ce nouveau livre, La vérité vous rendra libre, l'histoire des 40 dernières années, revue et corrigée par Charles Gave. C'est aux éditions Idées en Liberté. Bonjour Charles Gave. Bonjour. Alors je vais vous dire, auditeur de Sud Radio, résident de Sud Radio, je ne vais pas vous présenter Charles Gave, nous l'avons déjà reçu plusieurs fois, depuis déjà quelques années, mais ce livre, je le dis vraiment, ce livre est formidable, et ce livre est nécessaire pour plusieurs raisons. Nous aborderons d'ailleurs dans la discussion avec Charles Gave, mais surtout parce que il nous donne un tableau complet de ce qui s'est passé ces dernières années, et puis il va à l'essentiel, c'est-à-dire qu'il fait un va-et-vient entre les circonstances et l'essentiel. Et l'essentiel, c'est effectivement, qu'est-ce que c'est qu'être un homme, qu'est-ce que c'est que la liberté. Il remonte au Christ, il remonte aux Grecs, etc. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier. Et je dirais, Charles Gave, que votre titre, c'est « La vérité vous rendra libre », mais il faut se dire aussi que la liberté vous rendra vrai. Oui, la vérité vous rendra vrai, mais la vérité vous rendra libre, c'est une phrase de Saint Jean, et c'est une de l'évangile de Saint Jean, enfin, une parole du Christ de l'évangile de Saint Jean. Mais ce que je trouve de très profond là-dedans, c'est que qu'est-ce que le mensonge, qui est le contraire de la vérité, et qui est le prince du mensonge? Le prince du mensonge, c'est le diable. Donc, une société qui vit dans le mensonge ne peut pas ne pas mal tourner, en quelque sorte. Et pourtant, nous vivons un peu dans l'empire du mensonge, vous en parlez, dans cette espèce d'empire du mensonge. Mais c'est pour ça qu'il faut retourner, dire dans tout ce que disent ces gens, ce qui n'est pas vrai. Et c'est un livre de combat que vous avez fait, c'est-à-dire vous avez écrit, je rappelle que vous présidez l'Institut des Libertés, où vous interviewez avec beaucoup de personnes, et puis vous écrivez vous-même vos propres chroniques. Et c'est intéressant parce que vous avez une méthode, c'est-à-dire que dans ce livre, il y a plusieurs chroniques que vous avez sélectionnées, effectivement, et on va en parler longuement. Et puis vous mettez les commentaires d'aujourd'hui sur des chroniques qui ont paru 3 ou 4 ans, ou 2 ans, etc. Et moi, je voudrais commencer quand même par quelque chose intéressant, parce que vous parlez à un moment donné des 3 narratifs. Je parle de la crise, bien sûr, le Covid. Et la guerre, les guerres aujourd'hui, mais enfin la guerre Russie-Ukraine et autres. Et puis vous dites, tout ça est lié. C'est la même crise. C'est la même crise. Alors, en quoi c'est la même crise, Charles Gave ? Parce que, à chaque fois, il n'y a pas de débat sur les causes de la crise. On confie la résolution de la crise, littéralement, à ceux qui les ont créés. Et qui ne permet... Les gens qui ont fait le problème, on leur demande la solution. Voilà. Ça marche jamais, ça. Mais en plus, si vous voulez, quand vous essayez de discuter des solutions qu'on pourrait apporter à toutes les crises, vous êtes annihilé. On vous permet pas de parler. Et si vous réussissez quand même à passer, on vous fait immédiatement transiter vers la case extrême droite. On peut pas l'écouter. Donc, ma thèse, c'est qu'il y a une espèce de classe qui a pris le pouvoir. On comprend pas très bien. C'est une espèce de classe, appelons-les les mondialistes. Et cette classe, lorsque la réalité se heurte à ses préjugés, en quelque sorte, va immédiatement vers la solution, mais ne vous permet pas au peuple ni de la discuter, ni de voter, ni de les sortir. Ils éliminent la réalité, en fait. Ils éliminent la réalité. Éliminent la réalité, et quand la réalité les rattrape, si vous dites ça marche pas votre truc, à ce moment-là, vous passez plus jamais à la radio, à la télévision, ni un livre n'est publié, ou si vous êtes dans l'enseignement, vous êtes viré, etc. Donc, ils pratiquent ils ont une espèce de méthode de gouvernement il y a ceux qui font partie de la classe, qui peuvent parler des problèmes, mais entre eux, sans que ça descende vers le peuple. C'est-à-dire que c'est un régime qui est complètement autiste. Ouais. Ils parlent entre eux, mais c'est l'entre-soi complet. C'est l'entre-soi complet, et ils arrivent à la même conclusion, puisqu'ils ont la même formation. Et donc, quand vous essayez de leur dire ça marche pas votre truc, moi c'est ce qui m'est arrivé au moment de l'euro. J'ai dit l'euro ça peut pas marcher, c'est une saloperie. J'ai expliqué pourquoi en long, en large, en travers. Au moment où on a lancé l'euro, vous voulez dire. Dès 2001-2002, j'ai sorti un livre qui s'appelait Des lions menés par des ânes, où j'expliquais que l'euro, ça allait amener un désastre économique, que ça ferait trop de maisons en Espagne, trop de fonctionnaires en France et trop d'usines en Allemagne. C'était à peu près ce qui s'est passé, quoi. Et j'ai été blackboulé, c'est-à-dire que
Par exemple, j'ai été publié chez Lafon parce que c'était un très bon livre, j'ai tiré à 30 000 exemplaires, c'était bien. Et d'après ce que j'ai compris, les gens au pouvoir ont fait comprendre à mon éditeur que fallait plus jamais prendre un livre de moi, quoi. Donc, si vous voulez, c'est une censure. On empêche les gens qui ne sont pas d'accord avec la thèse officielle. C'est un peu comme autrefois, si vous voulez, l'Union soviétique, où les seuls qui pouvaient s'exprimer, c'est ceux qui écrivaient sur des bouts de papier de cigarette. On appelait ça les samizdat, vous savez, et puis on se les passait en douce. On se les passait en douce. Donc, on a aujourd'hui, et ça c'est très net dans l'Internet, vous avez l'information officielle, et puis toute une série d'informations par en dessous, dont certaines ne sont pas très bonnes, mais dans d'autres qui sont très bonnes aussi. Mais il n'y a plus le travail qui était fait par les journalistes autrefois de sélection des bonnes informations. Alors vous dites ceci dans votre livre, c'est intéressant, vous dites pour chacune de ces crises qu'on a inventoriées, on retrouve exactement le même mode opératoire, écrivez-vous Charles Gave, une infime minorité prend toutes les décisions sans consultation aucune du peuple. Jamais. Souvent ces décisions nous sont imposées de l'extérieur, soit par les États-Unis, soit par Bruxelles, soit par les deux à la fois, et chaque fois nos dirigeants se couchent avec une rapidité qui met en lumière leur capacité à défendre leurs intérêts plutôt que ceux de notre pays. Et ça continue, mais juste ceci, vous dites, quand l'inévitable échec devient patent, on, entre guillemets, nous explique que le désastre ne vient pas de la politique suivie, mais du fait que les Français ne l'ont pas exécuté avec tout le zèle nécessaire. Ainsi, nous n'avons pas accepté les vaccins comme nous l'aurions dû. Nous continuons à rouler en voiture. Nous devons maintenant passer à une défense européenne sous le contrôle de l'OTAN, c'est-à-dire abandonner notre souveraineté militaire, etc. C'est quoi? C'est en fait, nous savons mieux que vous ce qui est bon pour vous. Absolument. Nous savons mieux que vous ce qui est pour vous. On va faire, vous savez, c'est la phrase comment j'appelle, le fada de Davos, là, le Schwab. Klaus Schwab, qui dit, vous n'aurez rien, vous serez heureux. Donc, si vous voulez, c'est vraiment Aldous Huxley. Si vous voulez être heureux, vous prenez une petite pilule rose et puis vous essayez d'emmerder le monde à vous plaindre, quoi. Donc, ils ne comprennent pas que la liberté, c'est littéralement l'opposition d'idées on sait très bien qu'on n'arrivera pas à la vérité parce qu'elle est inatteignable, mais on peut s'en rapprocher en discutant robustement entre gens de bonne compagnie. Et ce qu'ils ne veulent pas, c'est cette discussion. Parce qu'ils ont la solution avant le problème. Les Français ne doivent plus parler aux Français. Mais alors, du coup, on arrive à un truc extraordinaire, c'est que moi, on m'arrête dans la rue tout le temps, les gens me remercient, me touchent la main, me disent merci beaucoup et tout, parce que plus personne ne leur parle. Si vous voulez, De Gaulle parlait au Français, Pompidou parlait au Français, Giscard essayait de parler au Français pour l'expliquer, etc. Mais aujourd'hui, il n'y a plus personne qui leur parle, il y a une espèce de langage vide, robotique, et ce langage vide, c'est celui qu'on destine aux Français. Et donc, les gens ont l'impression qu'on se fout d'eux. Ouais, et on va essayer de continuer à ne pas parler ce langage vide. Vous savez qu'on ne le fait pas ici. Non. Avec Charles Gave, tout de suite après cette petite pause. À tout de suite. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors je vous montre le livre de Charles Gave et le bandeau alors le livre de Charles Gave, encore une fois, il faut le lire, vraiment il faut le lire absolument. Et le bandeau du livre de Charles Gave, où on voit Charles Gave avec un mouvement de la main, il fait ça, je lui dis c'est très bizarre ça. Il fait ça, pourquoi il s'est pris comme ça avec un mouvement de la main? Charles Gave, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que dans la photo originale qui a été prise par ma chère épouse sur un bateau quelque part au nord du Canada, j'avais un cigare. Et maintenant, d'après la loi, si vous voulez, on peut plus montrer un cigare sur une photo, parce que imaginez que mon livre se vende à des millions d'exemplaires comme il devrait le faire. Oui. Avec ce bandeau, ça pourrait donner à tout un tas de gamins l'idée qu'avoir un cigare, c'est une bonne idée. Et donc, on enlève de ma photo le cigare. Donc, c'est une preuve, si vous voulez, que nous vivons dans un pays libre. C'est-à-dire, au fond, ce n'est plus fumer tu, c'est voir une image de cigare tu. C'est exactement ça. Et je tiens à dire ici que dans toutes les statistiques démographiques, les fumeurs de cigares vivent plus longtemps que les autres. Et je peux expliquer pourquoi rapidement. C'est parce qu'ils sont en général beaucoup plus fortunés et beaucoup mieux soignés. Mais enfin, c'est pas...
Au moins c'est dit, ça, Charles. Non, je veux dire, qu'on me foute bien la mais- paix. Si, à 80 balais, si je peux pas fumer un cigare. Ben oui, franchement. Et vous l'avez mérité, vous l'avez mérité. Non, revenons au narratif et au récit. Parce que, encore une fois, c'est intéressant. On a vécu en 3 ans. Oui. Le sacré narratif, le Covid, Oui. et tout ce que ça a entraîné. Vous en parlez longuement. Oui. Vous avez fait des chroniques là-dessus. La guerre Russie-Ukraine. Oui. Qui continue et qui continue hélas de plus belle, même si on parle plus du Proche-Orient, mais enfin elle est là. Et puis reparlons de ça. Ce qui s'est passé avec l'électrique, EDF, le nucléaire, le réchauffement climatique, la crise énergétique, etc. Ça traduit quoi? Parce que cette espèce et ça vous en parlez, cette espèce d'extraordinaire cohérence dans l'incohérence, je dirais. Eh bien, je crois que si vous voulez, l'idée de base, quand même, qu'on le veuille ou non, c'est que ces gars-là pensent qu'il y a eux, les surhommes, et puis il y a nous, les crétins. Et que, dans le fond, s'il y avait moins de crétins, leur vie serait plus agréable. Ah oui. Donc, Diminuons la population. Voilà, mais ils sont tous malthusiens. Ouais. C'est-à-dire, il n'y en a pas assez pour tout le monde, on va tous mourir de froid, dans la neige, avec les pieds dans des sandales de corde, et puis enfin bref, voyez, c'est horrible. Donc, on va tous mourir. Ce qui, soit dit en passant, si vous avez des fils de 18, 20 ans, n'importe quoi, les stimule. L'idée qu'ils vont tous mourir de froid et de faim, c'est un machin qui donne du poil aux pattes à la jeunesse. L'encouragement. L'encouragement, bon. La réalité, c'est que c'est un tissu d'ânerie, mais que si vous voulez prendre le pouvoir en tant que superclasse et l'exercer sur la majorité de la population, il faut baser ça sur la contrainte. C'est une société de contraintes qu'il faut. Et donc, si vous organisez une guerre, une pénurie d'énergie, tout ce que vous voulez, à ce moment-là, le roi du monde, c'est celui qui distribue les tickets de rationnement. Mmh. Ouais. Et leur but, c'est de créer une économie qui sera une économie de pénurie et où eux distribueront les tickets de rationnement parce que ce sont les chefs. Mmh. Et donc, ils permettront, et dans un ticket de rationnement, si vous voulez, le distributeur de tickets, c'est quand même le roi du monde. Dans une économie capitaliste et libérale qui fonctionne bien, il n'y a pas de roi du monde, c'est la concurrence, vous déposez. Donc, derrière ces gens-là, il y a une vision du monde, qui est par exemple celle d'Attali, sans vouloir dire du mal des gens, mais enfin, qui est celle de, il y en aura pas assez pour tout le monde, il faut qu'on tue les gens quand ils sont vieux, parce qu'ils servent plus à rien. J'ai toujours déploré qu'il s'applique pas ce traitement à lui-même, d'ailleurs, parce qu'il disait, il y a quelques années, c'était 65 ans. Maintenant, il est à 70 ans et il continue à nous casser les pieds. Donc, mais s'il y a des gens trop sur la Terre, mais mon Dieu, il a la solution. Laissez-lui le droit de vivre, hein, quand même. Oui, mais il voulait me l'enlever à moi. Et je vous ferai remarquer que partout dans l'Europe, on est en train de faire dépasser des législations pour l'euthanasie. Donc, c'est pas innocent ce qu'il fait. Et puis le Rivotril dans les EHPAD, ça existe. Les Rivotril dans les EHPAD, ça existe. Donc, cette classe-là a décidé que dans le fond, qui est un peu une classe mondiale d'ailleurs, elle a décidé que dans le fond, le peuple sentait mauvais. Qu'il était embêtant, qu'il les empêchait, que vous savez. Il servait à rien, quoi. Voilà, il servait à rien. Il servait à rien, c'est ce qu'on vous dit d'ailleurs dans l'intelligence artificielle. Une fois qu'on aura l'intelligence artificielle, on n'aura vraiment plus besoin de vous. Et donc, quand ils vont visiter l'Acropole, il y a plein de monde. Quand ils vont à Venise, ils ne trouvent pas un hôtel. Enfin, voilà, c'est assommant. Tous ces gens, c'est assommant. Ouais, donc, il y a une haine chez ces gens-là, profonde, des petites gens. Et le but... Vous pensez que c'est ça le moteur de base, un peu. C'est ça le moteur de base. Parce qu'ils savent qu'en fait, entre la base du christianisme, si vous voulez, qui était la base de notre civilisation, c'est que Dieu ne sait compter que jusqu'à 1. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre vous, Macron, on est tous complètement individuels et il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, quoi. Donc c'est une espèce d'égalité dans l'œil de Dieu qui est incroyable. Eux, ils trouvent qu'ils sont beaucoup mieux que les autres. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une position diabolique, c'est qu'ils pensent qu'ils sont meilleurs que les autres. Et dès que vous pensez ça, vous êtes dans une position diabolique. Mais c'est un peu Orwell, tous les animaux sont égaux, mais il y en a de plus égaux que d'autres. Voilà, il y a le cochon qui est beaucoup plus égaux que les autres, oui, c'est ça, exactement. Mais Orwell a tout prévu, hein. C'est incroyable quand vous relisez Orwell aujourd'hui, ce que j'ai fait récemment. Ouais, il devient un dieu, c'est bien vu. Hein. Étonnant. Et d'ailleurs, vous parlez de 48, c'est comme par hasard, on sortait de la guerre et surtout, ça. Oui. Mais Charles Gave, alors, vous dites votre livre, c'est un livre de combat.
En fait, vous voulez vous battez pourquoi? Bon, vous venez d'avoir 80 ans, vous en parlez dans votre livre, donc vous battez pas pour votre avenir, même si je vous le souhaite à 120 ans. Mais pourquoi vous battez? J'ai une très belle histoire là-dessus que j'adore. C'est une vieille dame juive qui arrive à New York en 34 ou 35, ayant fui d'Allemagne. Elle a 98 ans. Et les journalistes lui demandent « Pourquoi vous avez quitté votre pays à 98 ans ?» Et elle a cette réponse sublime que j'adore. Elle dit « Il n'y avait plus d'avenir pour moi dans ce pays. » Ah, c'est magnifique. Oui, c'est formidable. C'est formidable. Et c'est ça, si vous voulez, c'est quoi? On ne peut pas vivre dans une société comme la nôtre sans... Moi, j'ai 80 ans, ma vie est derrière moi. Mais il y a tous ces gars qui ont la vie devant eux. Vous devez leur expliquer ce que c'est que pour être heureux, il faut être libre. Et donc, quand vous discutez de ça, vous avez deux choses dont vous devez parler. D'abord, c'est les libertés pratiques. La liberté de culte, la liberté de réunion, la liberté, toutes les libertés. D'expression, etc. Ça, c'est absolument essentiel. Les libertés, et ensuite, une fois que les libertés sont établies, vous devez réfléchir à ce que c'est la liberté, avec un grand L. Et c'est ce que j'essaye de faire dans le dernier chapitre. Et là, une fois de plus, vous retrouvez le christianisme et l'Église catholique. La liberté, pour Jean-Paul II, c'est le pouvoir et le vouloir de faire ce que l'on doit faire. C'est-à-dire que vous avez trois notions, le pouvoir, le vouloir et le devoir. Le devoir. Et ça implique la responsabilité. Et bien entendu, puisque vous le voulez, c'est vous qui êtes responsable. Donc, et tout ça, si vous voulez, ça a été un corps de doctrine qui date de la Reine Jeanne, si j'ose dire, qui est très ancien dans l'Église, dans l'Europe, et qui nous a amené à tous les progrès qu'on a fait. Et c'est ce corps de doctrine qu'on veut détruire, qu'on est en train d'essayer de remplacer par une espèce de théocratie des savants. Des experts, etc. Des experts, etc. Et ça n'est pas ça l'essentiel. C'est-à-dire, ce que j'essaye de dire, c'est le but dans la vie, c'est d'essayer de comprendre quel est le projet qu'on a pour vous. Le projet que, mettons, Dieu a pour vous. Chacun d'entre nous est complètement individuel. Donc, et si vous le trouvez pas, vous êtes malheureux. C'est intéressant, d'ailleurs, on va en parler après cette petite pause. C'est Sartre disait, même si vous n'aimez pas beaucoup Sartre... Mais c'était un grand intellectuel. C'était un très grand intellectuel. Quand je lui demandais la définition de la liberté, il a beaucoup parlé de la liberté. Vous avez écrit 400 bouquins sur la liberté, mais en une phrase, comment pourriez-vous définir la liberté? Il dit, la liberté, c'est ce que vous faites de ce qu'on a fait de vous. Oui. Et c'est pas mal aussi, dans le genre. Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire il faut que vous choisissiez vous-même ce que vous allez être. C'est ça la liberté, c'est de trouver en vous-même les ressources pour être unique et un projet. Et c'est un devoir premier, ça. Enfin, il faut le faire. Sinon, vous serez malheureux. Ouais. Vous serez malheureux toute votre vie. La seule condition du bonheur, c'est de faire ce pourquoi vous avez été fait. On en parle, on continue notre entretien avec Charles Gave, bien sûr. À tout de suite. Avec Charles Gave et avec vous au 0826 300 300. On prendra toutes vos questions. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Avec Charles Gave, on poursuit cette exploration zoologique des travers de princes qui nous ont gouvernés, qui nous gouvernent, et peut-être, hélas, qui nous gouverneront encore. Mais Charles Gave, vous parlez dans votre livre quand même, et ça est-ce que c'est pas un peu excessif, vous parlez de la destruction de l'économie française, voire d'une certaine vision de la démocratie française. Vous allez très loin là. Oui, parce que quand vous réfléchissez et que vous dites, si vous avez une espèce de pouvoir qui a une vocation totalitaire à s'installer, qui veulent être les seuls à prendre les décisions, etc. La première des choses qu'ils doivent faire, c'est qu'en face d'eux, ils peuvent avoir des groupes constitués. Une entreprise, un syndicat, un club de foot, dans lequel les gens se retrouvent, et se retrouvant, créent un danger pour le pouvoir. Donc le but des syndicats, de tous ces pouvoirs qui s'établissent là-haut, comme ça, c'est d'arriver dans un monde où ils n'auront plus en face d'eux que des individus qui n'ont aucune solidarité avec qui que ce soit. Donc si vous voulez arriver à ça... Des atomisés, quoi. Complètement atomisés. Il faut qu'il y ait un pouvoir absolument dominant et que des tout petits atomes en face.
Et donc, pour arriver à ça, la solution, la première, c'est de détruire l'économie, détruire l'école, détruire tous ces trucs-là, ce qu'ils ont fait avec beaucoup de talent. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement? Donnez-moi des exemples de destruction de l'économie. Je sais pas. L'industrie, c'est quoi? Regardez l'industrie, par exemple, regardez simplement ce qui a été vendu à l'étranger. Mais la chose la plus simple, c'est simplement de regarder les coûts. À force de coller des impôts sur les sociétés industrielles françaises, etc. Aujourd'hui, la marge brute d'autofinancement, c'est grosso modo ce qui reste dans la tirelire une fois qu'on a tout payé pour les entreprises. En France, c'est à peu près à 40% de ce qu'elle est en Allemagne, ou ce qu'elle est à 50% de ce qu'elle est en Suisse. Donc, ils ont tellement taxé les entreprises que maintenant, toutes les usines, si vous êtes un entrepreneur et que vous voulez faire une usine en France, vous allez la faire en Allemagne ou en Suisse, parce que c'est beaucoup moins cher. Donc, vous détruisez toutes les grandes entreprises. Ouais. Toutes les petites, surtout. Ouais. Et donc, ça, c'est la première des choses. Mais regardez dans l'enseignement, par exemple, si 95% des gens doivent avoir leur bac, ça veut dire que, comme il doit y avoir dans une classe sociale à peu près 30-40% des gens qui doivent avoir leur bac, le reste, ils devraient heureusement faire autre chose. Mais qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, vous avez créé de la fausse monnaie. Vous avez créé 60% de gars et qui vont faire des licences de psychologie et de sociologie et finir par travailler chez McDonald's. Et ça fait des malheureux partout. Et les malheureux, c'est le pain dont se nourrissent ces gars-là. Parce qu'ils vont leur filer des subventions. Bien sûr. Donc, l'un des très grandes idées d'Orban, quand il a pris le pouvoir en Hongrie. En Hongrie, oui, Viktor Orban. Oui. Viktor Orban, c'est qu'il a dit la paye des gens, leur salaire, doit dépendre de leur travail et non pas de subventions. C'est la première des réformes. Parce que dès qu'ils dépendent de leur travail, ils se retrouvent dans une atmosphère où ils travaillent avec d'autres et où ils peuvent créer des contre-pouvoirs. Mais si vous avez des subventions, dès que vous commencez à élever la main en gueulant, on vous supprime la subvention et vous n'avez personne qui va venir à votre secours. Donc la subvention est l'arme de la tyrannie. Et ils ont regardé simplement. Aujourd'hui, il y a 73 milliards de fraude de la Sécu. D'après Charles Pratt, moi j'en sais rien, j'ai pas fait les calculs, mais Oui, lui, Charles Pratt dit 50 milliards et d'autres 73, effectivement. il y a, je sais pas combien, il y a 60. En tout cas, il y a des milliards. Il y a des dizaines de milliards, et ce ne sont que des subventions, que des transferts. Donc, ce que je dis depuis des années, c'est qu'il faudrait faire un audit des dépenses de l'État pour savoir où passe notre pognon. Mais je sais déjà qu'il passe des gens qui travaillent à des subventions. C'est une façon d'esclavagiser les gens. Le travail rend libre. Oui. C'était, je rappelle, l'enseigne d'Auschwitz. Oui, c'était l'enseigne d'Auschwitz. C'était pas... C'était moyen. C'était moyen, mais c'est vrai que le travail rend libre. Oui. Le travail rend libre, c'est vrai, mais c'est terrible parce que quand on pense à cette connotation... Où Richelieu le disait de façon plus gentille, il disait le travail, c'est ce qui empêche l'oisiveté, ça permet la hausse du niveau de vie et ça évite d'être un criminel. Mais alors Charles Gave, pourquoi il y a eu cette vente à la découpe des bijoux de famille, enfin d'un certain nombre de c'est que ces gens-là ont des gros besoins. Mais quel gros besoin? Je sais pas, mais j'ai quelques-uns de mes amis qui ont travaillé là-dedans. Ils étaient dans une des grandes filiales françaises, d'une grande société qui a été vendue à une grande société espagnole ou je sais pas quoi, qui était dans le secteur public, la société, la première qualification. La française, c'était dans le secteur public. Et le grand dirigeant n'a amené aucune création de valeur, parce que c'était un bon énarque, inspecteur des finances, j'imagine qu'il avait une salle à manger, mais à part ça, il n'a pas... Et je crois que quand il est parti, il a eu des stock options de 250 millions d'euros. Donc, si vous voulez, encore une fois, regardez la plupart des ventes qui ont eu lieu en France. Ça a été une très mauvaise affaire pour les employés, les ouvriers qui travaillaient là, qui ont tout perdu. Mais pour les 2 ou 3 grands patrons... C'est très bien. Et en général, ils partaient rapidement vivre à Londres ou vivre à Bruxelles parce qu'ils avaient trop d'argent pour vivre en France. On a de la peine pour eux. Mais le but, encore une fois, si vous voulez, c'est que... Si ces espèces de très grands groupes qui étaient des succès mondiaux français, c'était aussi des contre-pouvoirs. Oui. Par rapport à l'État, parce que ils pouvaient gueuler, etc. Et à ce moment-là, ils pouvaient s'appuyer sur la force de leur société, en quelque sorte, pour... à partir du moment où il n'y a plus ces contre-pouvoirs, l'État, c'est une atomisation de plus. Donc, l'étape suivante, ça devrait être de détruire nos grandes écoles, comme ils ont détruit les universités, pour être certain de ne pas avoir un gars de qualité, quoi. Il y a quelque chose qui me surprend beaucoup, c'est que j'ai des petits-enfants qui sont ici ou là dans le monde, et aujourd'hui, dans le temps, quand j'avais leur âge, tout le monde partait étudier aux États-Unis. Ouais. Aujourd'hui, tout le monde part étudier en Angleterre ou en Italie.
Ce qui est rigolo. Ah oui, ils vont plus aux États-Unis, ils sont en Europe. Ils sont en Europe, ou en Espagne, en Angleterre, en Italie. Mais pas un ne veut aller en France. Hein. Ouais. Et je trouve ça curieux parce que ça prouve bien que les gens qui ont su garder leur système éducatif de qualité, les gens préfèrent aller en Europe que d'aller aux États-Unis. Aux États-Unis, oui. Mais aujourd'hui, ce que ça veut dire, c'est qu'on n'a plus d'enseignement de qualité en France. Donc, en fait, vous dites juste quelque chose. Est-ce qu'il y a, alors, il y a effectivement les stock options, les 250 millions d'euros, c'est vrai que c'est intéressant, mais juste toutes ces décisions qui étaient prises sur le Covid, qui ont été prises sur les ventes, qui ont été prises toujours pour nous atomiser. Tout pour nous atomiser. Pour qu'on soit seul face à eux. C'est ça. C'est toujours le but, parce que seul face à eux, on n'a pas une chance. C'est pas de l'aveuglement, c'est pas de l'incompétence, c'est presque dirigé pour vous. Enfin, c'est la condition. C'est intentionnel. C'est intentionnel pour être certain qu'il n'y aura pas de contre-pouvoir. Autrefois, quels étaient les contre-pouvoirs en France? Ça aurait pu être l'Église. L'Église. Ouais. À certains moments dans l'histoire de France, ça a été l'aristocratie, la Fronde, etc. Donc le pouvoir central en France a toujours perçu les corps intermédiaires comme quelque chose qui empêchait le roi de parler à son bon peuple, si j'ose dire. Donc il fallait les supprimer vite fait, quoi. Et c'est le cas aujourd'hui. Et c'est le cas, c'est la maladie mortelle de la France. Et c'est pour ça que McKinsey fait le courtisan et double les fonctionnaires. Et double les fonctionnaires, parce que les fonctionnaires, parfois, j'en ai eu dans ma famille, il y en avait quelques-uns qui, dans le temps, donnaient leur démission quand on leur demandait quelque chose de pas convenable. Pas convenable, oui. Tandis que là, il y en a peut-être encore, mais si vous leur demandez rien, et si vous le faites faire par McKinsey, McKinsey, il va pas démissionner, lui. Il va écrire ce que le pouvoir veut, me semble-t-il. En principe, c'est le client qui est roi. Donc si vous dites, je veux que vous disiez ça, qu'il faut par exemple mettre plus de contrôle dans les hôpitaux pour qu'ils marchent mieux, tout le monde sait qu'il y a une connerie, mais ça fait rien. McKinsey vous aura un très beau rapport pour expliquer que le contrôle des opinions, ça marche très bien, le contrôle. On va peut-être accueillir des auditeurs, je sais qu'il y en a. Oui, ça appelle, on a Sébastien qui nous appelle depuis Narbonne. Bonjour Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour à vous. Bonjour à votre invité Charles, Monsieur Gave. Juste, je voulais revenir, en fait, il rejoint tout à fait. Moi, j'ai regardé l'interrogation de Monsieur de Montebourg par la commission des finances, et donc oui, Arnaud de Montebourg. Et donc il expliquait cette désindustrialisation et cette capacité au gouvernement français à vendre toutes nos richesses. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'en fait, on a commencé ça il y a 40 ans, et que donc tout notre savoir est perdu, quoi. C'est-à-dire que moi, je suis viticulteur, et tout notre savoir est perdu. C'est-à-dire qu'il y a tous les jeunes ne connaissent plus ça, donc quand on va réindustrialiser, comment on va faire? On va faire venir les mecs qui savent de l'étranger. Comment ça va se passer? Parce que moi, je suis très inquiet avec ça. J'ai 3 garçons et je suis très inquiet. Charles. Je vais vous répondre de façon mesurée, parce que je regarde l'économie française, et vous regardez quelque chose qui m'intéresse beaucoup pour des raisons historiques et pratiques. Je regarde beaucoup la Bourse de Paris. Et vous regardez la Bourse de Paris, vous avez au moins 10 très grandes affaires industrielles de renommée mondiale. Air Liquide, Schneider, vous en avez au moins 10. Hein. Legrand, bref, il y en a. Et ce sont des sociétés qui sont prodigieusement efficaces et qui ont des performances en bourse remarquables. Mais vous remarquerez que pas une de ces sociétés n'a des usines en France. Pas une. Ou très peu. Enfin, elles en ont comme ça pour faire... Elles ont leur siège social en France, et puis c'est tout. Donc, ce qui se passe, c'est que tout le monde industriel français, il a gardé sa capacité, mais il n'opère plus en France. Par exemple, le patron de Schneider, et qui s'appelait Tricoire, je crois, il y a quelques années, il était à Hong Kong, il a failli louer ma maison à Hong Kong à l'époque. Et pourquoi il était à Hong Kong? Parce que 65% du chiffre d'affaires de Schneider se faisait en Chine. En Chine, absolument. Donc il disait, mais qu'est-ce que je fous à Paris? Il faut que je sois à Hong Kong, je vais aller bosser là-bas. Il y a eu plein d'emmerdements avec l'Office français, parce qu'on lui a dit, vous n'avez pas le droit, vous êtes patron d'une société française, vous devez payer les impôts en France. Il a dit, pas du tout, je suis à Hong Kong, je paye les impôts à Hong Kong. Bref, il a eu une grosse bagarre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez en Schneider, Air Liquide, des compétences industrielles gigantesques. Mais qui ne sont plus là. Mais qui ont décidé, une fois pour toutes, en raison de l'absence de sécurité juridique en France sur le droit de propriété, d'avoir leurs usines dans des endroits où on respecte leur droit de propriété. Mais si, par un miracle extraordinaire, la France découvrait l'intérêt du droit de propriété et qu'il faut respecter le droit de propriété, à ce moment-là, ces gars-là établiraient des usines en France demain matin. Donc, encore une fois...
C'est pas l'Angleterre qui a perdu tout son capital industriel. Nous, on l'a gardé, mais on l'a gardé, il est plus chez nous. Ouais. Sébastien, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, alors moi je suis complètement d'accord avec ça, sauf que comment on fait pour les PME, TPE et qui font vivre la France, parce que quand même l'artisanat c'est quand même le premier employeur national. Il a raison. Et comment on fait le vrai problème, si vous voulez, c'est que 90% des emplois en France sont créés par des entreprises de moins de 10 personnes. Mais pour qu'elles vivent, il faut qu'il y ait des grandes entreprises qui travaillent avec elles, qui les poussent, qui les tirent, qui les orientent, etc. Donc c'est vrai que ces gars-là peuvent rétablir des industries rapidement en France, mais qui n'auront pas la deuxième couche juste en dessous, qui est celle dont on aurait besoin pour que ça démarre vraiment très vite et très fort. Donc vous avez parfaitement raison. Encore une fois, c'est une façon... Ce qu'espèrent ces espèces de salopards qui nous gouvernent, si je peux me permettre, ce qu'ils espèrent, c'est que s'ils ont des grands groupes du style Schneider ou Legrand avec qui discuter, et qu'il n'y a pas la masse des petits gars en dessous, qui compte. C'est ce qui compte. Comme ça, ils pourront créer des espèces de systèmes monopolistiques qui se mettront en accord avec l'État. Vous aurez des grandes sociétés et l'État qui se débrouilleront pour écraser les petites gens. Mais c'est affreux. C'est délirant, ouais. Dans le monde agricole, c'est exactement ça. C'est-à-dire que maintenant, on ne vit plus que par des perfusions d'Europe et on ne vit plus de notre travail. Donc voilà. Et ça, mais c'est un scandale. C'est monstrueux, si vous voulez. Que quelqu'un, par exemple, j'imagine que si vous faites le métier de producteur agricole, du vin, etc. dans la région, c'est que vous aimez ce métier et que vous faites des bons produits, parce que sinon vous y seriez pas. Mais ce qu'il y a d'effrayant, c'est qu'aujourd'hui, des gens qui font du bon boulot, du bon métier, du bon vin, ils réussissent pas à vivre. Parce que les charges sont tellement invraisemblables qu'ils réussissent pas à vivre. Et donc, on vit dans un monde de fous. Ouais. On va reparler avec nos auditeurs. Merci Sébastien d'avoir été avec nous. On marque une courte pause et on aura Pierre qui nous appelle. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h47 sur Sud Radio, nous sommes ensemble jusqu'à 14h. On est toujours avec Charles Gave et on accueille Pierre qui nous appelle depuis l'Ain. Bonjour Pierre. Oui, bonjour Pierre. Bonjour. Bonjour André. Bonjour Monsieur Gave. J'espère que vous allez bien. Oui, je me plains pas. Compte tenu de l'âge, ça pourrait être pire, quoi. Bon. Tout va bien, Pierre. Ouais. Je peux vous dire, cher Charles, que ça fait longtemps que je n'attendais pas le Père Noël avec autant d'impatience, puisque j'ai commandé votre livre. Donc il va falloir que je patiente un peu pour vous lire. Voilà. Ça me fait plaisir, parce que, encore une fois, c'est pour vous que je l'ai écrit. Vous savez, c'est que j'arrive à un moment où j'essaye de faire les bilans, et là, je me suis dit, il faut que j'écrive pour que les Français sachent la réalité, quoi. Donc c'est un peu, je dis pas une bouteille à la mer, mais presque. Alors Pierre, dites-moi, on vous écoute. C'est très bien, je rebondis sur ça parce que je peux vous dire que du complotiste que j'étais, on commence à me poser des questions sur l'économie et la géopolitique dans les entreprises où je travaille, où j'interviens. Ça me fait grand plaisir et j'ai souvent l'occasion de leur dire cette petite anecdote. Les mêmes qui ont détruit la France sont en train de relancer la France avec le programme Étincelle. Je dis aux chefs d'entreprise, vous êtes juste victime du syndrome de Stockholm. Encore faut-il qu'ils le comprennent et qu'ils aient les oreilles assez grandes ouvertes. Donc on a écouté les hommes politiques, malheureusement, on est dans un système où on attend tous l'homme ou la femme providentielle. Moi, je suis très positif. Je pense qu'on va se gaufrer, se casser la gueule pour rebondir, parce qu'il faut toucher le fond pour rebondir. Mais quand on entend M. Zemmour, quand on entend Marine Le Pen, quand on entend tous ces mondialistes, tout le monde veut rester dans l'UE, c'est quand même assez dramatique que l'on dise que quelqu'un comme Zemmour est une élite, c'est quelqu'un qui connaît bien la France, qui est une pointure et qui va nous sauver. Quand on voit que ces gens-là ne sont pas capables de comprendre que la France ne gouverne plus, mais c'est l'UE et les mondialistes qui nous gouvernent, c'est juste assez effrayant. Donc quand on a dit ça, moi la question, Charles, c'est une fois qu'on s'est cassé la gueule, qu'on est au fond du trou et qu'on doit remonter, qui pour nous relever? Alors j'ai mes petites idées, ça se dirige bien entendu vers des hommes politiques ou des femmes politiques qui sont pour le Frexit, mais je voulais avoir votre avis sur la question. Alors je crois, oui, c'est le Frexit, le Frexit, mon Europe, etc. Et comment on va s'en sortir? La dernière page de mon livre, que vous lirez d'ici quelques temps, j'espère, parce que les livraisons sont lentes en raison de son succès, mais enfin ça je vais pas me plaindre. Mais je voudrais vous dire, c'est que je ne crois pas à la solution de l'homme providentiel, je ne crois pas à la solution collective. Il faut que chacun des Français redevienne ce que les Français étaient autrefois, vertueux.
C'est-à-dire que la base d'une vraie démocratie, c'est la vertu individuelle, et qu'on se mette à réfléchir à ce dont... Mais ça veut dire quoi, vertueux, en l'occurrence? C'est-à-dire de réfléchir au bien commun, prendre des décisions non pas en fonction de savoir si on va vous augmenter le SMIC de 2,5%, 2,7% le mois prochain, mais voter en fonction de ce qui est bon pour la France. Et ce qui est bon pour la France, c'est qu'on retourne à la responsabilité individuelle. Et pour retourner à la responsabilité individuelle, il faut donner au peuple français le référendum d'initiative populaire pour qu'on soit gouverné par le souverain, c'est-à-dire par le peuple, et non pas par ces corneaux qui pensent qu'à nous piller. Donc moi, ce que j'essaie de dire, c'est si la Suisse est le pays le plus riche du monde, pas d'inflation, pas de déficit extérieur, enfin je peux vous dire, pas de chômage, tout ce que vous voulez, la monnaie la plus forte du monde, et vous pouvez me donner le nom d'un politicien suisse ? Personne ne peut. Oui, mais parce que toutes les banques, tout l'argent s'est réfugié en Suisse depuis des lustres, Charles. Non, parce qu'ils ont des excédents des comptes courants absolument monstrueux. Donc, aussi curieux que paraisse, quand vous avez un excédent des comptes courants, c'est-à-dire que vous vendez plus à l'extérieur que vous achetez, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir des capitaux qui arrivent pour faire la différence. Pour faire la différence. Donc, les Suisses, aujourd'hui, si vous voulez, je vous donne un chiffre parce que je trouve ça intéressant, mais au moment de De Gaulle, le poids de l'État dans le PIB suisse, c'était 30% du PIB, et nous, on était à 30%. Aujourd'hui, nous, on est à 60%, et la Suisse est à combien ? 30. Toujours 30. Et nous, le poids de l'État dans le PIB, c'est 60% aujourd'hui. 60% de ce que produit la France est préempté par l'État. Donc, la réalité, c'est qu'il faut qu'il y ait une double manœuvre qui se passe en France, c'est qu'on cesse toutes ces subventions, tout cet état de gaspillage et de corruption, c'est-à-dire que l'État, si j'ose dire, hors des missions étatiques, se restreigne. Oui. Et qu'on retrouve l'État... Dégraisser le mammouth, mais que l'État régalien doit reprendre ses fonctions avec une vigueur considérable. Donc on a un double mouvement, et ça peut se faire que si le peuple le demande. En Suisse, ils ont un État petit, parce que les citoyens suisses, il y en a un qui commence à faire l'imbécile, ils préviennent des autorités qu'il y en a un qui fait l'imbécile. C'est-à-dire que les Suisses sont des citoyens, nous sommes des sujets. Donc il faut que chaque Français accepte de se transformer de sujet à citoyen. C'est-à-dire qu'ils prennent sa responsabilité. Par exemple, il n'y a pas assez de gens qui se présentent aux élections cantonales, pas assez de gens qui se présentent aux élections municipales, pas assez de gens... Parce que vous vous dites ça sert à rien. Et c'est vrai. Mais... Oui, mais alors si vous dites ça sert à rien, c'est vrai, les gens... Mais la seule façon, c'est que si on a suffisamment qui se présentent, on pourra déloger le PR, les anciens socialistes, les caciques, etc. Mais il faut que le citoyen reprenne la main. Et ça reprendra par chaque citoyen redevenant vertueux. C'est curieux, hein ? Ça se passera au niveau individuel. Ça commence à la base, ça commence avec chacun d'entre nous. Ça commence avec chacun d'entre nous de s'astreindre à faire ce qu'il doit faire, encore une fois. Ça me paraît... Merci Pierre pour votre appel. On accueille Frédéric qui nous appelle. Bonjour Frédéric de Nice. Oui, bonjour Frédéric. Oui, bonjour Monsieur Berkoff, bonjour Monsieur Gave. C'était un petit peu le même genre de question que je voulais poser, à ça près que j'aimerais que les citoyens prennent conscience de la situation, mais est-ce que le travail de SAP, de l'école, de la conscience collective n'a pas déjà été trop fait pour qu'individuellement on ne puisse pas avoir cette prise de conscience en fait? Parce que on va dire qu'il y a quelques centaines d'années, il y a eu un peu le siècle des Lumières, il y a eu quand même des élites qui ont montré le chemin. Ouais. Aujourd'hui, on a l'impression que nos élites, elles font le contraire de montrer le chemin. C'est tout à fait exact, mais encore une fois, si le peuple reprend le pouvoir... Alors, je vais vous donner mon expérience personnelle qui m'a beaucoup troublé, mais je vous la donne telle quelle. Les gens m'arrêtent dans la rue souvent pour me remercier, pour me dire, vous expliquer, comme ça, parce que je fais pas mal d'émissions sur YouTube et les gens ont l'air de bien aimer. Eh bien, 2 fois sur 3, ce sont des gens issus de l'immigration qui m'arrêtent. Et je me dis, ça veut dire qu'il doit y avoir les 3/4 des gens issus de l'immigration qui voient bien qu'on leur foute bien la paix, être des bons Français, envoyer leurs enfants à l'école, etc. Et puis il y en a un quart qui emmerde tout le monde, et on ne parle que de ce quart-là, et c'est là où va toutes les émotions, et là où va toute l'attention du public. Donc il me semble que... Je suis pas du tout sûr de ce que je dis, parce que ça me trouble beaucoup ce que je vous dis là. Ouais, mais je dis, la solution, je pense pas que ce soit
La France, c'est un désir pour moi. Parce qu'il n'y a pas que l'immigration. Enfin, il y a cette passivité aujourd'hui, enseignée, inculquée, etc. Le wokisme et tout ça, on va pas partir là-dessus. Si les gens viennent me voir, il y en a aussi des tas d'autres qui sont des, si j'ose dire, des Français de souche, ou comment vous les appelez, j'en sais rien. Mais il y a un désir immense des gens, un, pour qu'on leur parle, et deux, pour qu'on leur explique. Et je le sens dans mes émissions, je le sens avec les gens qui me parlent, et je me dis, ça veut dire qu'ils sont pas... On leur a bourré le mou pendant 25 ou 30 ans, mais c'est pas pour ça qu'ils sont devenus crétins. Tout à fait. Ce qu'il faut, c'est leur donner les moyens intellectuels d'analyser la situation. Si vous voulez, par exemple, il y a quelques jours, je leur rappelais ce qu'étaient les Grecs, vous savez, le logos, le pathos. Oui. Et j'ai expliqué comment mener une discussion dans les conditions de la discussion grecque. Et les gens étaient très contents, parce que personne ne leur avait appris de faire la différence entre le pathos, le logos ou l'éthos. On leur dit les choses, effectivement. On leur dit ce qu'ils doivent penser. Voilà. On leur donne pas les moyens de penser par eux-mêmes. Voilà. Vous savez, je vous donne du poisson, mais je vous apprends pas à pêcher. Voilà. C'est affreux. Eh bien, vive la vérité qui vous rendra libre, effectivement. Et lisez-le, vraiment. Ouais, l'histoire des 40 dernières années, revue et corrigée par Charles Gave, c'est aux éditions Idées en Liberté. On va se retrouver demain, André Berkoff, de midi à 14h. On recevra Jean-Louis Zambert pour le face-à-face. Et tout de suite, vous avez rendez-vous avec Brigitte Lay sur Sud Radio. Bon après-midi. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Avec terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes.